Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 12 de nos leçons de lecture et d'écriture. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les mots radicaux. Le mot radical, c'est la forme la plus courte et la plus basique d'un mot. On a aussi appris à ajouter des lettres au début et à la fin des mots radicaux pour faire d'autres mots. Oui, on appelle ces ajouts des préfixes et des suffixes. Le fait d'apprendre des choses sur les mots radicaux, les suffixes et les préfixes vous aide à développer votre vocabulaire. Et c'est très important de développer votre vocabulaire pour être meilleur lecteur. Le vocabulaire, c'est tous les mots que vous connaissez et que vous pouvez utiliser. Développer ou améliorer votre vocabulaire, c'est un processus qui dure toute la vie. Vous améliorez toujours votre vocabulaire, Monsieur Badji? Oui, bien sûr. Il y a tant de mots. Même en passant toute une vie à apprendre, une personne peut encore apprendre des mots nouveaux. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est passionnant, n'est-ce pas? Dans la leçon aujourd'hui, vous allez continuer à développer votre vocabulaire en améliorant votre compréhension des relations entre les mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par relation? Des mots peuvent avoir des sens identiques ou similaires. D'autres mots ont des sens opposés. Comprendre les relations entre les mots t'aide à développer ton vocabulaire et fait de toi un meilleur lecteur. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 2 syllabes et 5 lettres. C'est un sentiment d'affection profonde ou constante pour quelqu'un. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est « Qu'elle ressentait pour ses enfants permettait à Amira de surmonter les difficultés rencontrées pour assurer la sécurité de sa famille. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est amour. A-M-O-U-R. Une phrase avec le mot mystère d'aujourd'hui est l'amour qu'elle ressentait pour ses enfants permettait à Amira de surmonter les difficultés rencontrées pour assurer la sécurité de sa famille. L'amour est l'une des valeurs les plus importantes dans la vie. Il y a de nombreuses sortes d'amour. L'amour que les parents ont pour leurs enfants, l'amour pour votre mari ou votre femme, l'amour pour les autres membres de votre famille, pour vos amis ou pour votre pays. Les différents types d'amour sont communs car ils vous mettent tous en lien avec les autres et peuvent donner du sens et une finalité à votre vie. J'aime mes parents. Et je suis sûr qu'ils t'aiment. L'amour entre les parents et leurs enfants est très spécial. Mais c'est important d'être sensible au fait que certains enfants n'ont pas de parents. Et aussi que d'autres adultes, comme les membres de la famille ou les voisins, peuvent aimer un enfant autant, si ce n'est plus, que les personnes qui ont donné la vie à cet enfant. L'amour parental ne se limite pas aux personnes qui donnent la vie. L'amour parental peut être donné par toute personne qui vous élève et vous aime. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère,
Nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour pour Je veux apprendre. Dans nos prochaines leçons, vous allez travailler sur votre vocabulaire pour apprendre à mieux lire. Depuis la leçon numéro 1, vous développez votre vocabulaire. Chaque fois que je définis un mot dans ces leçons, ou chaque fois que vous apprenez un nouveau mot mystère, que vous apprenez aussi à épeler et à définir, vous ajoutez des mots à votre dictionnaire mental. C'est quoi un dictionnaire mental? Mental, ça veut dire dans votre tête ou associé à votre esprit. Et un dictionnaire est une merveilleuse ressource qui liste les mots d'une langue. Donc, un dictionnaire mental, c'est les mots dans votre tête. C'est une autre façon de parler de votre vocabulaire. Alors les vrais dictionnaires, ce sont juste des listes de mots. Pas exactement. Un dictionnaire, c'est un livre où on trouve les mots d'une langue. Mais plus important encore, il donne le sens ou la définition de tous ces mots. Les dictionnaires donnent aussi d'autres informations, comme la façon de prononcer les mots, leur origine et même des faits historiques intéressants sur les mots. Ça doit être un livre très utile. Oui, un dictionnaire est un livre précieux. Si vous n'en avez pas chez vous, essayez d'en trouver un que vous pouvez utiliser dans une bibliothèque ou dans votre école quand elle est ouverte. Si vous avez un dictionnaire, il sera utile pour la leçon d'aujourd'hui. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. D'accord, Monsieur Badji. Donc, comme je vous l'ai dit, dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez chercher les relations entre des mots. Quand je parle des relations entre les mots, je parle des mots qui ont des sens identiques ou similaires. D'autres mots peuvent avoir des sens opposés. Comprendre les relations entre les mots vous aide à développer votre vocabulaire et à faire de vous un meilleur lecteur. Vous êtes prêts? Oui. Super. D'abord, on va se concentrer sur les synonymes. Un synonyme, c'est un mot ou une courte phrase qui a le même sens ou presque le même sens qu'un autre mot. Donc, la relation des synonymes, c'est qu'ils sont similaires? Exactement. Les synonymes ont des sens similaires. Épelons synonymes. Si vous avez un cahier, écrivez le mot S, Y, N, O, N, Y, M, E. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de synonyme? Bien sûr, fatigué et épuisé sont des synonymes. Ils veulent tous les deux dire qu'on n'a plus d'énergie. C'est ça. Et furieux et énervé, ce sont des synonymes? Très bien, Mariama. Oui, furieux et énervé sont aussi des synonymes. Les deux veulent dire avoir un fort sentiment d'énervement ou d'agacement. Je vais maintenant lire une liste de paires de synonymes à voix haute. Ça veut dire un premier mot, puis un deuxième mot. Les deux mots vont être synonymes ou donc des mots qui ont un sens identique ou similaire. Après avoir lu les mots, je vais vous demander de taper des mains à chaque syllabe du synonyme ou du deuxième mot. Comme ça, on peut s'entraîner à trouver les syllabes aussi. Je ne suis pas sûre de comprendre. Prenons un exemple. Bon et agréable. Agréable? Oui, tu as compris. Ok, essayons encore quelques exemples. Calme et silencieux. Silencieux?
Bien et bon. Bon, Studieux et travailleur. travailleur, Rapide et prompt. prompt, Prudent et soigneux. soigneux, Content et joyeux. joyeux. C'est amusant. Je crois que je sais ce que c'est qu'un synonyme maintenant. Je crois aussi que j'ai entendu des suffixes dans les derniers mots, comme on l'a appris pendant la dernière leçon. Tu les as entendus? Oui, un suffixe, c'est une ou plusieurs lettres qu'on ajoute à la fin d'un mot radical. J'ai entendu E, c'était après soigne, dans soigneux, et après joie, dans joyeux. Très bien. Maintenant, on va s'entraîner à utiliser des synonymes dans une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Samira, synonyme. Je vous demande de finir la phrase en réfléchissant à un synonyme qui corresponde au mot que j'utilise. Si vous ne connaissez pas le mot que j'utilise, ne vous inquiétez pas. Vous allez apprendre sa signification quand vous allez entendre le deuxième mot. Donc, on peut aussi développer notre vocabulaire? Exactement. Vous êtes prêts? Oui. Samira, synonyme, est une gentille petite fille qui fait quelque chose de similaire à ce que ses enseignants et parents lui ont demandé de faire. Si son père lui dit d'être patiente, elle va être Calme, très bien, Mariam. Si son ami lui dit d'être tolérante, elle va être gentil, si sa mère lui dit d'être intrépide, elle va être courageuse, très bien. Si son frère lui dit d'être maligne, elle va être intelligente, si sa tante lui dit d'être polie, elle va être respectueuse, si son enseignant lui dit d'être soigneuse, elle va être prudente, oui. Si son ami lui dit d'éprouver de la gratitude, elle va être reconnaissante, si son père lui dit d'être attentionné, elle va être prévenante, si son frère lui dit d'être aimante, elle va être affectueuse. et si sa mère lui dit d'être la meilleure, elle brillera. C'est amusant. Très bien, Mariama. Pour terminer notre leçon du jour, je vais lire 3 mots. Je vous demande de trouver un synonyme pour chaque mot que je lis. Prêt? Oui. Grand, Énorme, bon, agréable, content. joyeux. Très bien, Mariama. Avez-vous, vous aussi auditeurs, trouvé les bonnes réponses? N'oubliez pas, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens qu'un autre mot. Et certains mots peuvent avoir plus d'un synonyme. On peut donc trouver d'autres synonymes pour les exercices précédents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans l'exercice qu'on vient de faire, quand j'ai dit le mot grand, on peut utiliser le mot immense à la place de énorme. D'accord, j'ai compris. Super. Et si vous n'êtes pas sûr du sens d'un mot, ou si vous cherchez les synonymes d'un mot, vous pouvez essayer 2 choses. D'abord, essayez de voir s'il y a un mot radical que vous connaissez. À partir du mot radical, vous pouvez comprendre le sens. Ensuite, un très bon moyen de chercher le sens des mots et des synonymes, c'est d'avoir un dictionnaire ou un dictionnaire des synonymes. C'est quoi un dictionnaire des synonymes? C'est un livre de mots où les mots qui ont des sens identiques ou similaires sont regroupés. Alors, c'est comme un livre de synonymes. Oui, quelque chose comme ça. Si vous pouvez aller dans une bibliothèque, vous allez généralement y trouver un dictionnaire. Un dictionnaire des synonymes, c'est aussi un très bon livre à étudier.
mais on trouve plus facilement les dictionnaires. Si vous n'avez pas ces livres, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même développer votre vocabulaire et continuer à apprendre des mots nouveaux. C'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas de dictionnaire chez moi et il n'y a pas de bibliothèque à côté de chez moi. Alors, comment est-ce que je peux développer mon vocabulaire sans dictionnaire? D'abord, vous devez être attentif aux mots que vous entendez. Demandez aux gens le sens des mots que vous ne connaissez pas. Comme devoir à la maison, je vous demande de trouver et d'utiliser des synonymes dans une phrase. Si vous utilisez un cahier pour vos exercices et vos devoirs à la maison, revenez en arrière et utilisez les mots mystères des leçons numéro 1 à numéro 10. Trouvez des synonymes pour les mots qu'on a appris pendant ces leçons. Puis, essayez d'utiliser les synonymes dans une nouvelle phrase. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. cet adjectif a 2 syllabes et 6 lettres. Il veut dire avoir une nature douce ou faire preuve de douceur et avoir le désir d'aider les autres. Une personne qui a cette qualité veut et aime faire de bonnes choses et rendre les autres heureux. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est « Harry était un homme, il prenait soin de sa famille, aidait ses voisins et ne disait jamais de mal des autres. » Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les antonymes. Les antonymes, ce sont des mots qui ont des sens opposés. Tout à fait. Comme les synonymes qui sont des mots ayant des sens similaires, les antonymes sont des mots qui ont une relation particulière. Comprendre les synonymes et les antonymes vous aide à développer votre vocabulaire et à améliorer votre lecture et votre écriture. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de totalement nouveau, le point de vue. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 7 lettres et 2 syllabes. Les antonymes du mot sont dédain ou mépris. Il veut dire ressentir de l'admiration pour quelqu'un ou quelque chose en raison de ses qualités. C'est aussi une compétence de vie très importante qui vous permet de savoir bien écouter et vous aide à apprécier les autres. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est « Sherifa avait un considérable pour sa tante qui a élevé seule sa famille, s'est assuré que ses enfants pouvaient tous étudier et s'est aussi occupé des enfants du voisinage qui n'avaient pas de parents à la maison. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est respect. R E S P E C T. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est « Sherifa avait un respect considérable pour sa tante qui a élevé seule sa famille, s'est assuré que ses enfants pouvaient tous étudier et s'est aussi occupé des enfants du voisinage qui n'avaient pas de parents à la maison. » Tu peux me citer des personnes que tu respectes? Je respecte mes parents et ma grand-mère et les docteurs et les infirmières au centre de santé. Et pourquoi tu respectes ces personnes? Je respecte mes parents parce qu'ils travaillent très dur pour assurer ma sécurité et celle de mes frères. Ma grand-mère a vécu une terrible sécheresse quand elle était jeune. Presque toute sa famille est morte, mais elle a survécu. Elle est allée à l'école et s'est mariée avec un homme gentil. Et je respecte les docteurs et les infirmières du centre de santé parce qu'ils ont un travail tellement difficile. La plupart d'entre eux ne viennent même pas de cette région, mais ils restent et s'occupent de notre communauté. Ces exemples sont excellents, Mariama.
Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va apprendre une chose qu'on appelle le point de vue. Est-ce que tu peux me dire ce que le point de vue est d'après toi? Eh bien, on dirait que c'est peut-être la façon dont quelqu'un voit quelque chose? Bravo, Mariama. Oui, le point de vue, c'est la perspective ou la position depuis laquelle vous voyez quelque chose. Dans n'importe quel texte que vous lisez, l'auteur aura écrit depuis un certain point de vue. C'est quoi un texte déjà? Le mot texte, c'est tout ce que vous pouvez lire. Les textes, c'est aussi la version écrite des choses que vous entendez, comme des chansons ou des histoires qui sont prononcées à voix haute. En littérature, le point de vue, c'est la façon dont l'auteur vous permet de voir et d'entendre ce qui arrive au personnage et dans le texte. La littérature, c'est quoi? La littérature, ça veut dire tous les textes écrits dans une langue qui sont considérés comme excellents ou durables. Donc, les livres, les histoires, les poèmes et les pièces de théâtre qui sont importants pour une culture font tous partie de la littérature de cette culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par culture, Monsieur Badji? Je suis tellement content que tu poses beaucoup de questions aujourd'hui, Mariama. Poser des questions, c'est une partie très importante de l'apprentissage. Le mot culture, ce sont les croyances, les modes de vie, les arts et les pensées d'une société, d'un groupe, d'un lieu ou d'une époque particulière. Il peut aussi être utilisé pour se référer à une société particulière. Donc, par exemple, vous pouvez dire le Cameroun a une culture riche et intéressante parce qu'elle reflète les nombreux groupes ethniques du pays comme les Haoussa, les Bamileke, les Bassa, les Beti, les Pygmées, les Peuls, entre autres. Ok, je crois que je comprends. Revenons à la littérature et au point de vue. La littérature, c'est un moyen pour les lecteurs de connaître différentes visions du monde. Comme les gens, les différents textes ont différentes façons de voir les choses. Chaque fois que vous lisez ou que vous entendez un texte, que ce soit une histoire, un article de magazine, un article de journal ou même un film, c'est important de réaliser que l'histoire est racontée depuis un certain point de vue. Est-ce que le point de vue est important? Le point de vue est très important. Il influence la façon dont les événements dans une histoire sont racontés, décrits et compris. Par exemple, si mon ami et moi, on vit une expérience ensemble, on pourrait ne pas la voir de la même façon car on a chacun notre point de vue? Exactement. Je comprends comment je peux avoir un point de vue différent de celui d'une autre personne, mais je ne suis pas sûre de comprendre comment un livre peut avoir un point de vue. D'accord. Quand on parle de texte, on appelle la voix qui raconte l'histoire le narrateur. Le mot vient de narrer, qui veut dire raconter. Donc, le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire. Pas toujours, ça dépend du point de vue qui est utilisé. Parfois, le narrateur peut être une personne dans l'histoire. D'autres fois, le narrateur est une voix qui n'est celle d'aucun des personnages de l'histoire. Maintenant, nous allons voir différents points de vue. Ça va vous aider à comprendre de quoi je parle. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle le point de vue à la première personne et à la deuxième personne. Le point de vue à la première personne est utilisé quand la personne qui raconte l'histoire la raconte depuis son propre point de vue. Donc, la première personne, ça veut dire que l'histoire est racontée par quelqu'un dans l'histoire. C'est exact. La première personne, ça veut dire que l'un des personnages de l'histoire raconte l'histoire à mesure
qu'il la vit personnellement. Donc, quand on utilise le point de vue à la première personne, le narrateur utilise les mots « je » ou « mon »,« ma » pour raconter l'histoire. Un exemple peut être une histoire qui dit quelque chose comme « Le jour où j'ai eu 12 ans, tout a changé ». En tant que lecteur, vous ne connaissez l'histoire que depuis la perspective d'une seule personne. Donc, vous n'allez rien savoir sur les gens ou les événements que ce personnage n'a pas personnellement rencontrés ou vécus. Ok, je crois que je comprends. La première personne peut aussi raconter une histoire en utilisant « nous » ou « notre ». Un exemple peut être une histoire qui dit quelque chose comme « Nous sommes allés au magasin ». Donc, la première personne, c'est pour raconter des histoires personnelles. C'est généralement le cas. Le point de vue à la première personne est considéré comme le plus personnel. On peut avoir le sentiment que c'est quelqu'un qui vous parle de lui ou d'elle. Et la deuxième personne alors? À la deuxième personne, le narrateur vous parle ou raconte votre histoire. La deuxième personne est souvent utilisée pour les instructions. Par exemple, un point de vue à la deuxième personne peut dire quelque chose comme « Avant de manger, vous devez vous laver les mains ». Ça n'a pas l'air tellement intéressant. Vous n'allez probablement pas rencontrer le point de vue à la deuxième personne très souvent, à part pour les instructions. Mais c'est utile de savoir ce que c'est. Maintenant, on va s'entraîner à trouver ces points de vue. Je vais lire des textes très courts. Je vais vous demander de bien écouter et d'essayer de savoir si le texte est raconté à la première ou à la deuxième personne. D'accord, Monsieur Badji. Je dois aller à la rivière pêcher des poissons, car je suis pêcheur. Si je ne pêche pas, ma famille ne va rien avoir à manger. Même s'il pleut, je peux prendre mon bateau et attendre sous un arbre jusqu'à ce que le soleil brille de nouveau. Quel est le point de vue de ce passage? À la première personne? Et comment le sais-tu? Parce que le narrateur utilise le mot « je ». C'est exact. Et qui est le narrateur? Un pêcheur. Oui. Ok, je vais lire un autre texte. Écoutez attentivement et dites-moi quel est le point de vue. Pour trouver l'école du village, vous devez traverser la ferme à pied où vous allez voir beaucoup de cultures de manioc et de citrouilles. Une fois que vous avez traversé la ferme, vous allez voir une petite rivière sur votre gauche. Il y a beaucoup d'animaux à côté de la rivière, mais vous devez continuer à marcher jusqu'à arriver à l'école qui se trouve derrière un grand arbre. Je pense que c'est la deuxième personne. Oui. Pourquoi n'en es-tu pas sûr? Parce que ça a l'air aussi personnel, comme quelqu'un qui me parle directement. C'est une bonne observation, mais n'oublie pas, le narrateur te parle. Donc, même si on a l'impression que le narrateur est une personne qui te parle, le point de vue adopté est le tien. Que voulez-vous dire? Par exemple, le narrateur dit « Vous verrez beaucoup de cultures de manioc et de citrouilles ». Et non, j'ai vu beaucoup de cultures de manioc et de citrouilles. Oh, d'accord. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Ça me fait plaisir. Pour terminer notre leçon, je vous demande de réfléchir à la façon dont le point de vue affecte la façon dont une histoire est racontée. Les histoires sont différentes selon qui les raconte. Prenons l'exemple du texte à la première personne qu'on a écouté. Je vais le lire encore une fois. Pendant que je lis, imaginez que quelqu'un d'autre raconte l'histoire. En quoi serait-elle différente? Je dois aller à la rivière pêcher des poissons, car je suis un pêcheur. Si je ne pêche pas, ma famille ne va rien avoir à manger. Même s'il pleut, je peux prendre mon bateau et attendre sous un arbre
jusqu'à ce que le soleil brille de nouveau. Alors, est-ce que vous avez des idées de la façon dont ce texte peut être différent si quelqu'un d'autre le racontait? Je veux dire, s'il est raconté en utilisant un point de vue différent? Je pense à ce qui allait se passer si cette histoire était racontée depuis le point de vue de la première personne, mais par le poisson. C'est une très bonne idée. Réfléchissons à la façon dont l'histoire serait différente si elle était racontée par le poisson. Eh bien, peut-être que ça peut être quelque chose comme « Je nage dans la rivière, mais j'ai peur que le pêcheur vienne. Pour l'instant, il pleut, donc je suis en sécurité. Mais bientôt, le soleil va briller de nouveau et le pêcheur va être de retour. » Excellent exemple. Donc, maintenant, tu as répondu à ta propre question du début de la leçon. Vous voulez dire pourquoi le point de vue est important? Exactement. Comme devoir à la maison, je vous demande d'écrire un paragraphe depuis un point de vue à la première personne, puis changer l'histoire afin de raconter la même histoire toujours à la première personne, mais depuis le point de vue d'une autre personne. Regardez comme elle est différente. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 8 lettres et 4 syllabes. Il veut dire travailler en équipe. Des antonymes de ce mot sont diviser ou ne pas être d'accord. Une phrase avec notre mot mystère est pendant la sécheresse, il y avait très peu d'eau pour les cultures. Il était très important que tout le monde établisse un plan pour partager l'eau équitablement. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et à découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt!